Bonjour, enchanté. Alors l'idée de ce livre m'est venue par deux vagues, je dirais. La première fois où elle est née de manière très confuse, j'étais à la faculté des droits à Kinshasa et il y avait derrière la fac un centre de recherche nucléaire qui remontait à l'époque coloniale. C'était les Belges, on parle de la RDC, l'ancien Zaïre, ancienne colonie de Belgique. Et donc c'était un centre de recherche nucléaire qui avait été construit par les Belges en 1955 à l'époque coloniale. Et ça m'avait intrigué à l'époque. J'avais voulu savoir, en m'adressant à mon père, comment se faisait-il qu'à une période aussi précoce, dans un pays qui avait d'autres sources d'énergie, notamment l'électricité avec le grand barrage d'Inga sur le fleuve Congo, on ait eu un centre de recherche comme ça sur le nucléaire sur le campus. Et là, de manière très très étrange, il m'avait dit « Ah, tu veux savoir le secret derrière ce centre de recherche ?» Secret que beaucoup de Congolais ignorent, c'est que les Belges l'ont construit en compensation de l'uranium que le Congo belge avait livré aux Américains, aux équipes de Oppenheimer pour fabriquer la bombe qui a pulvérisé Hiroshima et Nagasaki. Alors là, je tombe de nu, je dis c'est un film, c'est quoi cette affaire ? Mais oui, mais non, c'est sérieux. Donc j'ai continué des années après à m'informer et j'ai su qu'effectivement, une très grande partie de l'uranium d'Hiroshima, de la bombe d'Hiroshima, était venue du Congo belge. Bon, de là, en faire un roman, l'idée n'était pas encore aussi solidement ancrée. Mais des années plus tard, quand je suis parti en Belgique puis au Canada, et que... à l'occasion, je crois, de la journée de réconciliation, en tout cas une journée dédiée aux autochtones du Canada, un de mes proches, en fait, un collègue au travail, qui est avocat comme moi, me dira « Mais Blaise, tu sais que parlant de la réconciliation avec les autochtones, l'un des gros enjeux que nous avons ici au Canada, c'est le fait que dans les années 40, il y avait une compagnie ici au Canada, une compagnie de la couronne qui s'appelait Eldorado Incorporated, qui avait exploité une mine de radium dans un village qui s'appelle Deline, mais qui aujourd'hui est aussi connu comme le village de Veuve, et que l'exploitation de cette ressource, qui était destinée au programme Manhattan Project des Américains pour la bombe atomique, a entraîné des conséquences, des cancers, de maladies, ainsi de suite, chez les peuples autochtones, la nation d'aînés dans les territoires du Nord-Ouest. Alors là, je me rendais compte que aux antipodes, dans les deux pays qui étaient devenus les miens, oui, deux peuples comme ça, indigènes, comme on disait à l'époque, autochtones, avaient été sacrifiés, et ainsi que la nature, bien entendu, dans un projet qui était l'expression même du premier projet colonial extractiviste qui visait à exploiter, mais à l'extrême, ces ressources pour un projet qui finira dans en fait la conflagration qu'on a connue dans la baie d'Hiroshima et la capitulation du Japon. Vraiment, c'est à partir de cette deuxième découverte et de ce lien que je venais de faire que j'ai décidé de continuer pour écrire un roman qui révélerait cette part un peu cachée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Fiuti est venu par ce qui s'avère finalement être le fil conducteur qui fait s'éteindre tout ce morceau que vous évoquiez. Oui, il y a la question de ressources, oui, il y a la question de l'échec. Mais derrière la question de l'échec et même la question de l'accès aux ressources, donc à l'uranium, se trouve la trahison. Donc c'est un roman sur la trahison. Si on n'a pas de traître, le programme allemand, il réussit. Hitler a sa bombe, la machine infernale comme il l'appelle. Et si on n'a pas de traître du côté des Congolais, parce qu'on a beau dire c'est les Belges qui font les transactions, mais moi je sais que même pendant la période coloniale, les chefs, les rois, les empereurs, qui vont être relégués au rang de chefs coutumiers, gardaient des pouvoirs en matière foncière. C'est pas vrai que le Belge arrivait là-bas, il prenait, ils installaient une mine, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Non, on allait toujours voir le roi, et puis on amenait des caisses de vin, de couvertures de fusils, et puis on disait, tu nous laisserais pas faire ça. Alors je me disais, là, il y a quelque chose. Et j'amène le traître, j'amène mon Brutus congolais à travers ces transactions. Et donc, la figure du traître qui traverse le roman passe par le programme allemand pour fabriquer la bombe, passe par les Congolais chez qui on va chercher la ressource essentielle du côté américain-allemand. Mais puisque l'enquête est menée à la fois par la fille du savant, du physicien allemand et par l'écrivain d'origine congolaise qui vit à Montréal, qui rencontre cette fille-là et qui se fait embarquer dans cette enquête, avec plaisir d'ailleurs, ben, je ne voulais pas que lui soit indemne sur la question de la trahison. Et pour un écrivain afrodescendant primé, publié à Paris, qui on voit bien a beaucoup de succès, et qui a une fille
que l'on qualifierait, si on est de mauvaise foi ou woke, mais en tout cas qui est sensible à la question de la justice sociale, de l'identité. Elle est métisse, elle a une mère canadienne et elle se méfie de la posture d'un père qui, selon elle, n'assume pas assez sa négritude, son africanité. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de perdre de privilèges, de bien paraître? Et donc, elle l'amène à voir si, oui ou non, lui-même, qui court derrière la figure du traître allemand, n'est pas un traître qui refuse de se regarder dans un miroir.